Vous dites qu'il faut revenir au réel, mais l'Union européenne est contre le réel. On voudrait savoir si vous ne connaissez pas François Asselineau, et si oui, si vous ne trouvez pas qu'il y a une proximité entre ses analyses et ce que vous dites. Je connais pas. Ça vous dit vraiment rien? Ah, il faut jeter un œil. Ouais. Ça ne vous dit vraiment rien? Oui, non, je vous dirai ça. Alors, il a fondé un mouvement de libération nationale, l'Union populaire républicaine, qui dénonce l'Union européenne ainsi que l'escroquerie que le Front National. Et lui aussi se ferait traiter de réactionnaire, de fasciste, de pétainiste. Un peu comme vous. À l'occasion, regardez une de ses conférences. Je regarde ça. Michel Onfray et Asselineau, ça fait un moment que ça dure. Hein. C'est une vieille histoire, tout ça. Ils savent qu'ils existent, mais ils se croisent jamais. C'est assez incroyable. Ils sont tous les deux d'accord. Mais voilà, ils gardent leur distance. C'est assez dommage. Oui, j'ai regardé un petit peu, et bien sûr que ça m'a intéressé. Je me suis dit, on a chez ce monsieur quelque chose d'intéressant, puisque lui, il était capable très précisément, il s'est même fait un peu ridiculiser avec cette aventure, de nous dire que on ne pouvait pas faire de politique parce qu'il donnait des articles. Et c'était très intéressant. Ça, c'était très intéressant d'avoir un personnage qui nous disait très précisément, on ne pourra pas parce que cet article nous l'interdit. Et effectivement, il faisait la démonstration que la politique en France n'était pas possible si on maintenait cette règle du jeu. Mais, pour répondre à la question du pourquoi ne pas le soutenir, pourquoi ne pas faire sa promotion, je crois simplement que la configuration est ainsi faite qu'on ne peut pas remonter tout seul le fleuve. On ne peut pas. C'est-à-dire que si vous dites je le soutiens, on peut changer de dixième, si vous voulez, peut-être à un chiffre étant en dessous de zéro, ou presque quelque chose dans ce goût-là, mais ça ne suffira pas, parce que le discours critique sur l'Europe que fait par exemple Jean-Pierre Chevènement, c'est ma logique, Jean-Pierre Chevènement, même si il est jacobin et que je ne le suis pas, il me dit c'est pas ça qui est important entre nous, pas seulement entre nous, il dit c'est facile à régler, je pense qu'il a raison, mais je pense que la critique de l'Europe, qui est souvent faite par des gens qui ne m'intéressent pas beaucoup, et qui pourrait être faite d'un autre point de vue, qui pour moi n'est pas celui du jacobin, mais celui du girondin, ça n'est pas une critique qui se trouve faite parce qu'elle n'est pas audible. Elle n'est pas audible. Si vous critiquez l'Europe libérale, vous passez pour quelqu'un qui critique l'Europe, donc pour quelqu'un qui est nationaliste, donc pour quelqu'un qui veut la guerre, donc etc. Truc habituel, donc nazi, fasciste, Vichy, Pétain, etc. La période sombre de l'histoire, la période nauséabonde et ce genre de choses. Je pense vraiment que la politique, c'est une affaire de citoyens. Ça doit pas être une affaire de politicards, de politiciens professionnels. Parmi les 11 candidats, là, combien travaillé? Parmi ceux qui défendent l'Europe, aucun, zéro. Aucun. Tous des gens qui ont fait de la politique, même s'ils disent, mais moi j'ai été banquier 2 ans. Mais en tout cas, moi j'ai été prof à la fac, avec un bac plus 3, c'est le cas d'un homme, pistonné, j'ai été prof à la fac, mais je n'ai fait que ça dans la vie. Le reste du temps, le parti. Les autres sont des gens qui n'ont jamais travaillé, dans les petits, vous avez des gens qui travaillent. Vous aviez Poutou qui travaille, vous avez Nathalie Arthaud, professeur, et Poutou qui était ouvrier. C'est autre chose. Vous en aviez 2 qui étaient retraités, mais qui ont travaillé. Donc effectivement, c'est pas exactement la même chose. Moi, j'ai envie que la politique ne soit plus une affaire de politiciens qui changent d'avis. Un Mélenchon qui nous dit le contraire de ce qu'il a dit aux dernières présidentielles, puis qu'au présidentielles d'avant disait encore autre chose. Et c'est ça la politique, alors que les vraies questions, c'était celles qu'effectivement Asselineau posait, en disant que proposez-vous de faire, puisque la règle du jeu vous interdit de le faire, que proposez-vous de faire avec cette règle du jeu? Personne n'a répondu à ces questions, il fallait surtout pas répondre à ces questions. Si vous êtes contre l'Europe, je le rappelle, vous êtes pour le nationalisme, vous êtes pour la guerre, etc. Donc il y a une espèce d'interdiction de penser la question de l'Europe en disant, mais quand on n'aime pas l'Europe libérale, on a le droit d'en aimer une autre formule, qui n'est pas européen aujourd'hui. Aucun sens d'être anti-européen. Simplement, il faut qu'on puisse penser qu'il existe d'autres formules que les formules libérales à l'Europe, parce qu'il y a des Europes des nations, il y a des Europes souveraines, il y a éventuellement des Europes des régions, et dans la proposition que je fais, qui sont des propositions girondines, il y a une place pour un État girondin et pour des États girondins qui permettraient dans une Europe de fédérer des provinces, des régions, de penser justement en termes d'histoire et pas en termes d'administration. Et si un jour quelqu'un devait revenir en politique en disant que le vrai projet, c'est pas une 6e République, mais que c'est effectivement de prendre en considération le vote des électeurs, alors à ce moment-là, peut-être à nouveau, pourrais-je et m'engager et soutenir et prêter mon nom et éventuellement donner un coup de main à quelqu'un qui me demanderait de travailler un projet comme celui-ci. D'un seul coup, on voit apparaître des petits candidats qui ont des choses à dire, et ce qui est assez intéressant, c'est que la totalité des petits candidats, finalement, étaient opposés à l'euro, à l'Europe, au marché. Et on voyait tous ces gens qui, finalement, parmi les grands candidats, semblaient s'opposer, mais finalement disaient à peu près la même chose. Parce que les grands candidats sont tous des gens qui nous disent qu'il faut rester dans l'Europe, y compris les gens qui nous disent qu'on peut envisager une sortie de l'Europe, parce que Marine Le Pen est extrêmement prudente sur ce sujet, et Mélenchon, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on sort pas de l'Europe.
on ne sort pas de l'Europe. On demande aux Français ce qu'ils en pensent après qu'on ait proposé des négociations qui permettront de toute façon à l'Europe, en lâchant un petit peu de lest ici ou là, de donner l'impression que finalement on a négocié, Marine Le Pen ne sort pas de l'Europe, Jean-Luc Mélenchon ne sort pas de l'Europe, on donnera des petites choses qui symboliquement donneront l'impression qu'ils ont gagné, ils pourront parader dans les médias en disant vous avez vu comme je suis fort, et puis l'Europe dira on les a gardés, il n'y a pas de problème. Donc globalement, parmi les grands candidats, tout le monde est pour le maintien du statu quo dans l'Europe, sauf deux qui nous donnent l'impression que finalement grande gueule et dents, ils vont faire un ramdam total, mais que globalement ça va se passer comme avec Tsipras, leur héros. On va rester dans l'Europe, on va rester dans l'euro, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire les politiques dont ils nous disent qu'ils pourront la faire. Ceux qui finalement sont des petits, le sont peut-être assez probablement parce que ils sont ceux qui disent qu'ils ne veulent pas, franchement, de cette Europe-là. Autant les autres, on peut les accepter dans le club. Globalement, on fait semblant de ne pas être d'accord, mais finalement, sur l'essentiel, on est d'accord. Alors que les autres, sur l'essentiel, ne sont pas d'accord. Et les Dupont-Aignan, et les Poutou, et les Artaud, et les Cheminade, et les Asselineau sont tous des gens qui nous disent que finalement, il faut sortir de l'Europe. Et peut-être l'un des plus convaincants a été, je confonds, je ne sais plus si c'est Cheminade ou Asselineau, mais celui qui sortait sans cesse le papier en disant article temps, article temps, article temps, il en était un peu ridicule, mais convaincant, en nous expliquant que soit on déchirait ce papier, et à ce moment-là on pouvait être libre et vraiment faire de la politique, soit on ne le déchirait pas, comme tous les grands candidats, y compris Mélenchon-Le Pen, mais que finalement, on ne pourrait pas faire de politique annoncée, puisque les interdits de l'Europe sont extrêmement puissants et qu'ils font la loi tant qu'on est dans cette Europe. C'est du bon sens, mais finalement, le bon sens n'est pas la chose du monde la mieux partagée, surtout à la télévision et surtout sur les terrains. Donc je suis les émissions télévisées consacrées au débat des présidentielles, et donc j'ai regardé, comme pas mal d'entre vous assez probablement, le débat qui a permis aux petits candidats, comme on dit, de partager le plateau avec les grands candidats. Il y avait parmi les petits candidats celui qui a été, d'une certaine manière, le patron des petits candidats, à savoir Philippe Poutou. Et donc je me suis ennuyé, je m'ennuie à regarder tout ça, parce que Mélenchon fait semblant d'être le contraire de ce qu'il est, il est devenu gaulliste. Il est devenu un grand représentant de la nation, de la République, il gomme tout ce qui faisait de lui un ancien trotskiste obsédé par Robespierre, et donc tous ces gens-là me fatiguent. Fillon est un libéral qui se dit gaulliste, on voit bien que Macron défend les idées de Hollande, mais que finalement il ne faut pas trop le dire, et puis d'un seul coup on voit apparaître des petits candidats qui ont des choses à dire, et ce qui est assez intéressant, c'est que la totalité des petits candidats finalement étaient opposés à l'euro, à l'Europe, au marché. Et on voyait tous ces gens qui finalement, parmi les grands candidats, semblaient s'opposer, mais finalement disaient à peu près la même chose. Parce que les grands candidats sont tous des gens qui nous disent qu'il faut rester dans l'Europe, y compris les gens qui nous disent qu'on peut envisager une sortie de l'Europe, parce que Marine Le Pen est extrêmement prudente sur ce sujet, et Mélenchon, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire on ne sort pas de l'Europe. On ne sort pas de l'Europe. On demande aux Français ce qu'ils en pensent après qu'on ait proposé des négociations qui permettront de toute façon à l'Europe, en lâchant un petit peu de lest ici ou là, de donner l'impression que finalement on a négocié, Marine Le Pen ne sort pas de l'Europe, Jean-Luc Mélenchon ne sort pas de l'Europe, on donnera des petites choses qui symboliquement donneront l'impression qu'ils ont gagné, ils pourront parader dans les médias en disant vous avez vu comme je suis fort, et puis l'Europe dira on les a gardés, il n'y a pas de problème. Donc globalement, parmi les grands candidats, tout le monde est pour le maintien du statu quo dans l'Europe, sauf deux qui nous donnent l'impression que finalement grande gueule et dents, ils vont faire un ramdam total, mais que globalement, ça va se passer comme avec Tsipras, leur héros. On va rester dans l'Europe, on va rester dans l'euro, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire les politiques dont ils nous disent qu'ils pourront la faire. Ceux qui finalement sont des petits, le sont peut-être assez probablement parce qu'ils sont ceux qui disent qu'ils ne veulent pas, franchement, de cette Europe-là. Autant les autres, on peut les accepter dans le club. Globalement, on fait semblant de ne pas être d'accord, mais finalement, sur l'essentiel, on est d'accord. Alors que les autres, sur l'essentiel, ne sont pas d'accord. Et les Dupont-Aignan, et les Poutou, et les Artaud, et les Cheminade, et les Asselineau sont tous des gens qui nous disent que finalement, il faut sortir de l'Europe, et peut-être l'un des plus convaincants a été, je confonds, je ne sais plus si c'est Cheminade ou Asselineau, mais celui qui sortait sans cesse le papier en disant article temps, article temps, article temps, il en était un peu ridicule, mais convaincant, en nous expliquant que soit on déchirait ce papier, et à ce moment-là, on pouvait être libre et vraiment faire de la politique, soit on ne le déchirait pas, comme tous les grands candidats, y compris Mélenchon-Le Pen, mais que finalement, on ne pourrait pas faire de politique annoncée, puisque les interdits de l'Europe sont extrêmement puissants et qu'ils font la loi tant qu'on est dans cette Europe. C'est du bon sens, mais finalement, le bon sens n'est pas la chose du monde la mieux partagée, surtout à la télévision et surtout sur les terrains politiques. Alors pour tout. Donc ça expliquerait pourquoi vous vous engagez pas en politique, parce qu'au fond, à cette échelle-là, c'est plus à cette échelle-là que ça se joue, en fait. Non, les vrais débats politiques ne sont pas posés. C'est-à-dire, je suis en train d'écrire un livre qui est une chronique là, des présidentielles, donc je me suis farci la totalité des primaires, en long, en large et en travers. On ne parle pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est la souveraineté.
C'est la nation, c'est le pays, c'est son devenir, c'est l'histoire, c'est la vision, c'est quelle place voulons-nous, qui sommes-nous, la question de l'identité française, c'est ça le vrai problème. Tout à fait d'accord. Et le problème, c'est Ça, je suis tout à fait d'accord. pas du tout. Non, Pas personne n'en a parlé. Peut-être mal posé. Le problème, c'est les fonctionnaires. Il en faut, il en faut pas. Combien en faut-il? En faut-il en plus, Ça, en faut-il en moins? Moi, je suis plus à droite que vous parce que j'en supprime plus. Ah, moi, j'en supprime un peu moins. C'est ce qui distinguait Juppé de Fillon. À gauche, on a des gens qui nous disent, non, les fonctionnaires, il en faut au contraire beaucoup. Donc moi, j'en embaucherai. Vous en embauchez combien? Moi, j'en embauche. Mais la vraie question politique pour les présidentielles, c'est est-ce qu'on continue dans la configuration européenne, libérale? Si oui, la politique n'est pas possible, la politique n'est pas pensable, donc ça sert à rien de nous faire croire qu'on va changer de politique en votant pour machin ou pour bidule, ou alors on dit non, on va recouvrer de la souveraineté, parce que la souveraineté, c'est la possibilité de faire de la politique. Sinon, on nous dit il n'y a pas de politique, c'est le libéralisme qui est l'horizon indépassable. Comme jadis, on nous disait le marxisme est l'horizon indépassable. Là, on nous dit, même schéma, le libéralisme est l'horizon indépassable. Et si on nous dit, mais votre libéralisme, regardez, en fait, les 25 ans de Maastricht, faisons un bilan. Pas du tout, parce qu'on nous dira, si ça se passe mal, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de libéralisme. Comme on nous disait, il y avait du goulag parce qu'il n'y avait pas assez de marxisme. Donc je dis, si vraiment le schéma c'est ça, c'est vous allez choisir votre maître, je ne vais pas choisir mon maître. La première stratégie, c'est de dire, on va faire la loi chez les autres, et la deuxième, c'est on va la faire chez soi. Eh bien moi, je suis pour cette idée qu'effectivement, on fait la loi chez soi, mais qu'on n'a pas à la faire chez les autres. Et je pense qu'il faut laisser les gens gérer leur propre politique pour que nous puissions gérer la nôtre. La diplomatie, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire dans tous ces pays? Politiquement, vous n'avez pas de famille. Déçu par Besancenot puis Mélenchon, vous dites préférer la pensée politique à l'homme. Quand ce philosophe, Michel Onfray, explique qu'au fond, il vaut mieux Alain de Benoît, qui d'une certaine manière a façonné la matrice idéologique du Front National, que Bernard Lévy, on perd les repères. C'est un propos de crétin. On me dit, vous ne choisissez pas dans ces trois gauches-là, donc vous n'êtes pas de gauche. Si vous n'êtes pas de gauche, vous êtes de droite. Puis si vous êtes de droite, vous êtes même d'extrême droite. Il y a des gauches dont vous ne parlez jamais. La gauche des paysans qui font des coopératives, des mutualisations. Une gauche qui est la mienne, c'est la gauche anarchiste de Proudhon. D'abord, je suis pas de gauche pour les gens qui sont pas de gauche et qui se prétendent de gauche. C'est Libération, Le Monde, tous ces gens-là qui défendent la politique de Giscard d'Estaing depuis 1983 et qui ont l'impression d'être de gauche parce qu'ils pensent que si on permet aux homosexuels de se marier, on a donné des gages en disant qu'on était véritablement de gauche. Moi, je suis désolé, les grands pourvoyeurs de Marine Le Pen, ce sont ces gens-là. C'est France Inter, c'est le service public, c'est Le Monde, Libération, l'Obs, Télérama, enfin tous ces journaux qui nous disent en gros, pour être de gauche, faut penser comme Giscard en 74. C'est pas social-démocrate, c'est libéral. Et quand on dit non, moi je suis pas libéral et je suis de gauche, on dit ben non, vous n'êtes pas d'abord vous n'êtes pas de gauche et ensuite vous êtes de droite et puis même vous êtes même d'extrême droite. Un article qui est l'article 5 de la Constitution, proposé par Charles de Gaulle, ratifié par 82% des Français en 1958, avec d'ailleurs 80 et quelques pourcents de participation, de telle sorte que 2/3 des électeurs français de 1958 avaient approuvé la Constitution. Et l'article 5 de la Constitution nous dit que le président de la République veille au respect de la Constitution. La moindre des choses, quand on brigue cette fonction, c'est justement de veiller au respect de la Constitution et donc de la rappeler. Que la dernière phrase de ce formidable article 5, c'est là que doit se situer l'élection présidentielle, et non pas dans des débats où il est question de la recette de la choucroute garnie, comme c'était le cas l'autre soir sur TF1, où j'étais évidemment écarté. La dernière phrase de l'article 5 précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Je fais donc bien de vous parler des traités auxquels nous sommes assujettis. On a en fait un concours d'individualité qui essayent tous, qui appliquent tous les mêmes recettes de marketing, tous le même livre, tous le même sourire, tous les mêmes propos, qui ne veulent rien dire pour essayer d'attirer le chaland. Tout ce petit monde a des études de marketing politique qui leur disent que les Français veulent qu'on leur parle de souveraineté nationale. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Ils parlent de souveraineté nationale. Mais ils en parlent. J'ai vu un tract de M. Le Maire où il est question, justement, à un moment, il met « Je me bats pour la souveraineté nationale ». Ah bon ? Il fait comment ? Parce que par ailleurs, un peu plus loin, il dit qu'il est là un engagement européen. Ah bon ? Mais comment c'est conciliable ? Ils s'en fichent. Ce qui est important pour ces gens, c'est d'enfumer le chaland.
d'enfumer les électeurs. Ils savent que pour certains électeurs, il faut voir le mot souveraineté nationale, donc ils le mettent. Pour d'autres, il faut voir le mot Europe, alors ils le mettent. Ça n'a absolument aucune cohérence, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est de vous manipuler. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, de faire la même chose. Il paraît que là, il était à la télévision. Et il a dit à la télévision cette formule extraordinaire. Il a dit, il a fait une espèce il s'est emporté, comme il aime à le faire, d'une façon, c'est du théâtre. C'est de la commedia dell'arte. Il a fait ce mine un peu de s'emporter en disant, mais enfin, la souveraineté nationale, ça n'est pas un gros mot. Ah oui, non, ça c'est, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ça? Ça veut dire qu'il envoie un message subliminal aux gens qui l'écoutent. Il y a des gens qui se disent, ah bah tu vois, et ça c'est les gens chez eux. S'ils regardent ça à la télé, ils vont se dire, ah bah tu vois, il y a quand même défendre notre souveraineté nationale. Mais ça n'est pas parce que vous dites la souveraineté nationale n'est pas un gros mot que vous résolvez le problème de fond que traverse la France, c'est qu'on lui a volé justement cette souveraineté nationale. Donc là, c'est très très grave, et je me permets d'insister parce que cette affaire est extrêmement importante. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que les Français, oui ou non, vont se faire manipuler par des mots. Est-ce que les gens qui m'écoutent peuvent comprendre la différence qu'il y a entre quelqu'un qui dit la souveraineté nationale, ça n'est pas un gros mot, ce qui ne veut rien dire, ça ne comporte aucun engagement. M. Sarkozy, M. Le Maire, M. Juppé, qui font tous même référence à la souveraineté nationale, ne proposent absolument rien pour rendre aux Français la souveraineté nationale. Ils font un mot simplement. Est-ce qu'on peut bien comprendre la différence qu'il y a entre ça et ce que je dis moi depuis plus de 9 ans, c'est que la France est malade et le peuple français est malade qu'on lui aurait volé leur souveraineté, c'est-à-dire leur pouvoir inaliénable de disposer d'eux-mêmes et de l'avenir de la France, et que donc il faut la leur redonner, et que redonner aux Français la souveraineté nationale, ça veut dire sortir de l'Union européenne, et il n'y a qu'une seule possibilité, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne, point. Récupérer la souveraineté nationale, ça veut dire sortir de l'euro. Point. Récupérer la souveraineté nationale, notamment en matière diplomatique et militaire, ça veut dire sortir de l'OTAN par la mise en œuvre de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Point. Donc tous ceux qui vous disent la souveraineté nationale n'est pas un grand mot, je me battrai pour la souveraineté nationale, je suis fier de la France, vous mentent puisque aucun d'entre eux ne vous dit les médecines exactes à opérer, celles que je viens de dire. Pareil d'ailleurs pour le Front National, qui, aux dernières nouvelles, avait mis sur son site internet qu'il allait organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne, après avoir néanmoins renégocié les traités sur la base de l'article 50. L'article 50 du traité de l'Union européenne n'a à jamais proposé la renégociation des traités. La seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un oui franc et massif, ça veut dire non. Eh bien, c'est la même chose. La seule façon de récupérer la souveraineté nationale, c'est de le dire en disant il faut que les Français et la France récupèrent la souveraineté nationale, et ça passe par la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la mise en œuvre de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord pour sortir de l'OTAN. Voilà. Toutes les autres formulations, tous les chefs-d'œuvre d'ambiguïté, toutes les « je vais faire une renégociation » et si vraiment ça se passe mal à ce moment-là, eh bien peut-être il faudra envisager de sortir de cette Europe-là. Ça c'est la version de M. Dupont-Aignan. M. Mélenchon, il en a encore une autre. Toutes ces autres façons de tourner autour du pot veulent dire qu'en fait, il ne vous propose pas de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, donc qu'il ne vous propose pas justement que vous récupériez la souveraineté nationale. Il faut bien comprendre que pour Onfray, Asselineau, c'est
le mec qui se rapproche le plus de ses idées, l'homme politique qui est capable de lui offrir ce pourquoi il se bat, ou oui, le sens de ses réflexions en tout cas, ce pourquoi il se bat depuis tant et tant d'années, à parler de Maastricht, à parler de tout ça. Et, euh, et c'est pour ça que ça, je pense, que ça chiffonne beaucoup de gens à l'UPR que Onfray ne se mouille pas un peu en fait, parce que Asselineau, enfin quelqu'un qui veut le Frexit, etc., ça arrive pas tous les quatre doigts. Donc bon, si Onfray veut concrétiser ses idées et les idées qu'il défend depuis trois plombes, bah voilà, Asselineau c'est le gars rêvé. Donc c'est pour ça. Pourquoi il refuse tant de s'investir aux côtés de l'UPR? Qu'est-ce qu'il risque au final? Il y a eu cette histoire avec Onfray et Asselineau. Onfray qui était en conférence. Et quelqu'un lui a posé une question, savoir s'il connaissait l'UPR et qu'est-ce qu'il en pensait. Donc il a répondu et voilà. Et l'UPR s'en est servi après pour dire que on ferait apporter son soutien à l'UPR. Mais je pense que c'est une sorte de quiproquo qui s'est passé. Et ce qui a été dommage, c'est la réaction de Onfray, en fait, qui a fait une vidéo dès le lendemain et qui a fusillé l'UPR et Asselineau ainsi que les sympathisants et les adhérents et tout ça, tout ça. Tout le monde y est passé, quoi. Donc c'était pas très glorieux. Et encore une fois, c'est dommage. Parce que je pense que le soutien, c'était pas un soutien. L'UPR ne parlait pas de soutien, comment dire, officiel et irrévocable et impliqué en politique, etc. C'était un soutien au niveau des idéaux, au niveau de l'analyse, au niveau de tout ça. Vu que Onfray a validé les propos d'Asselineau et ses analyses, bah forcément. Et bon, le message de Onfray, le jour de sa conférence, là, bah, était plutôt sympathique, quoi. Et il parlait de relayer l'information, etc. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Je mettrai une vidéo de Salim Laibi après qui résume bien, je trouve, ce qui s'est passé. Monsieur, là, au deuxième rang. Alors, il y a longtemps que monsieur pose... levez le doigt, merci. Monsieur Onfray, vous avez souvent utilisé à l'oral comme à l'écrit l'expression empire maastrichtien. À votre place, il y a quelques semaines, monsieur Régis Debray nous parlait du processus de vassalisation de la France, mais des autres pays d'Europe, par les États-Unis. Votre parole, monsieur Onfray, est capable de percer les murs de l'omerta médiatique. Pourquoi est-ce que vous ne mentionnez jamais l'existence du seul mouvement français, du seul mouvement politique français, du seul homme politique français qui défend un véritable mouvement de libération nationale? Il faut me dire lequel. Monsieur Asselineau. Ah, voilà. Il y a toujours dans une conférence un défenseur de monsieur Asselineau. Et c'est bien d'ailleurs. Je ne sais pas comment il fonctionne, mais je veux dire, il a du monde partout, il a très peu d'électeurs, mais il y a toujours quelqu'un qui me dit, mais alors Asselineau, vous n'en parlez pas, etc. Alors j'en ai beaucoup mal parlé parce que je ne savais pas ce qu'il disait véritablement. J'avais des bouts, des fragments, des choses comme ça, etc. Il se fait que, grâce à des personnes comme vous, qui à chaque fois me rappelaient que je ne parlais pas de monsieur Asselineau, un jour je me suis dit, je vais voir ce que dit ce monsieur. Et c'est très bien. Et moi j'aime beaucoup ce qu'il dit, et de fait je me suis dit, voilà quelqu'un qui, parce qu'il dit des choses justes. Moi, dans tout ce que j'ai entendu de lui, je n'ai pas trouvé de choses à redire, vraiment. Et parfois, je l'ai écouté longuement. J'ai écouté des enregistrements qui pouvaient durer une bonne heure, mais avec un réel intérêt, avec un réel plaisir, en me disant, c'est vrai que je souscris à tout ça. Alors, pourquoi en parle-t-on si peu ? Parce que, justement, il dit ce qui est sur l'Empire maastrichtien. Il dit comment ça fonctionne. Il a une mémoire extraordinaire, il mobilise des savoirs hyper techniques qui font qu'il n'est jamais dans une dissertation d'ordre général. Quand il a quelques idées, il nous explique pourquoi, comment, etc. Il donne des chiffres, il cite des choses extrêmement intéressantes. Pourquoi en parle-t-on si peu ? Parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, comme philosophe, c'est parce qu'il dit la vérité. C'est parce qu'il dit des choses justes et qu'on ne veut pas entendre... Le micro, s'il vous plaît. Le micro... J'ai bien utilisé le pronom « vous ». Pourquoi vous en parlez ?
Parce que je suis en train de faire mon outing, monsieur. Là, donc, je viens de vous expliquer que je n'en parlais pas ou que j'en parlais mal parce que j'en parlais partiellement. Je vous dis que j'ai fait un travail qui m'a permis d'aller à la source pour pouvoir juger plus précisément. Et je vous dis qu'après en avoir jugé précisément, je fais l'éloge de votre héros. Donc, j'ai répondu à votre question en vous disant que j'en parlais par oui-dire. On ne devrait pas faire ce genre de choses, mais parce que je l'avais entendu à la télévision, dans quelques débats. J'avais lu ces prospectus politiques au moment des présidentielles ou ce genre de choses. Je n'en savais pas plus et ça me suffisait bien. Mais après, je me suis dit, bon, allons chercher plus précisément ce qui se trouve dit. C'est un discours structuré qui démonte de manière rationnelle et raisonnable le dispositif maastrichtien. Donc la chose essentielle, qui est que la France a perdu sa souveraineté. Si on n'est plus souverain et qu'on est dans un État supranational, cet État, moi je l'ai nommé empire, parce que je pense effectivement que où il y a un État maastrichtien ou un empire, mais que globalement ça s'exclut pas, et que tant qu'on n'avait pas compris que nous étions dans cet empire maastrichtien, on ne comprend pas quel type de politique est possible ou pensable en France, c'est tout. Donc voilà, la chose est enregistrée, elle va pouvoir être dite, Asselineau va pouvoir mettre en boucle le soutien de Michel Onfray, etc. Mais je réponds sincèrement à ce que vous m'avez dit. Ce qui m'intéresse moi dans cette aventure, c'est qu'il fasse si peu de voix, qu'il soit si peu connu ou reconnu, que tout le monde connaît son nom, très peu de gens connaissent vraiment son programme, qu'il fasse des petits scores, et je pense que c'est la preuve de la justesse de ses thèses. Je pense, si c'est Asselineau, passez-le-moi, on va... Et que, comme il dit des choses majeures, tout est fait pour qu'on ne l'entende pas beaucoup. Par exemple, sur la question des Gilets jaunes et Maastricht, personne n'a mis en relation le fait que le refoulé maastrichtien produisait les Gilets jaunes aujourd'hui. On dit ils sont méchants, ils mettent le feu partout, ce sont des délinquants, des voyous, etc. etc. C'est pas complètement faux depuis que Mélenchon, la CGT, Sud, etc. ont estimé qu'il fallait se servir d'eux. Et moi, je parle du départ des Gilets jaunes dans cette aventure. Mais dès qu'il s'agit de parler de l'essentiel, la fin de la souveraineté nationale, la souveraineté supranationale, l'impossibilité pour la France de pouvoir faire une politique. Nous ne pouvons plus faire une politique aujourd'hui. Ça n'est plus possible, ça n'est plus pensable. Dès que vous dites, mais les Gilets jaunes ne sont jamais que le retour du refoulé maastrichtien, c'est un peu ce que dit Régis Debray, on s'entend bien tous les deux, il n'y a aucun problème. Dès que vous dites des choses comme celle-ci, vous êtes criminalisé. Donc après, il y a tout, quoi. Vous êtes complotiste, vous êtes climato-sceptique, vous êtes fasciste, vous êtes nazi, vous êtes compagnon de route de Jean-Marie Le Pen, enfin de sa fille aussi, de tout ça. Vous êtes un pédophile refoulé, vous avez des problèmes édipiens, vous voulez coucher avec votre mère. Enfin, moi, j'ai eu droit à tout. Donc, on a droit à tout ça. Mais de fait, c'est un discours extrêmement bien fait, celui d'Asselineau, qui était un discours de déconstruction extrêmement intéressant. Mais c'est justement le point aveugle de l'Empire maastrichtien. On ne peut pas entendre ce discours-là. Donc il faut évidemment le criminaliser, etc. Donc voilà, vous pourrez dire que j'ai fait mon coming out sur ce sujet et il a procédé d'un travail sur les sources. Je suis allé voir ce qu'il disait pour pouvoir analyser et penser ce qu'il disait. Alors j'étais le jeudi 19 à la librairie Molin, nous avons lancé à Bordeaux, nous avons lancé l'Université populaire nomade. Et sur le principe, je réponds aux questions qui me sont posées et il y avait un inévitable lecteur, soutien aux militants de François Asselineau. C'est comme les Raéliens, ils sont venus pendant des années à mes conférences, toujours pour me demander ce que je pensais de François Asselineau. Ils savent très bien qu'on va leur faire de la publicité, c'est en direct, les gens qui me regardent sont nombreux et qu'on va faire de la publicité à ce monsieur. Donc j'ai fait savoir que récemment, j'avais regardé une vidéo que Natacha Polony avait consacrée à François Asselineau et que j'avais découvert qu'il y avait des propos extrêmement intéressants chez ce monsieur concernant la critique de l'Europe maastrichtienne, qu'elle était une critique très informée, très documentée, très chiffrée, et que sur ce sujet-là, il était évidemment très intéressant et que je l'ai découvert. Sur le principe de l'humour,
J'ai dit que je faisais mon outing, puisqu'effectivement pendant très longtemps j'ai dit que je ne connaissais pas le programme de ce monsieur. Je connais cette vidéo de Natacha Polony avec François Asselineau, dont j'ai dit qu'elle était intéressante sur le point de vue maastrichtien, sur le point de vue de l'Europe, ce que j'appelle l'Europe maastrichtienne. Il se fait que Asselineau et tous les Asseliniens se sont emparés de cette information pour dire que je suis avec eux, que je les soutiens, que je fais partie de leur bande. On fait savoir que je suis enrôlé, l'agence France Presse m'a téléphoné en me disant alors vous êtes passé chez Asselineau, vous allez voter pour lui, avez-vous déjà voté pour lui, etc. Et je trouve cette récupération indigne. Ce n'est pas parce que je dis qu'il y a des propos intéressants chez François Asselineau concernant la critique de l'Europe que pour autant je défends ce monsieur, que je défends la totalité de sa politique. Il a dit quand même un certain nombre de choses un peu problématiques qui relèvent du complotisme. Je ne saurais évidemment soutenir ce genre de sottise chez ce monsieur. On a le droit de dire qu'on apprécie la critique que peut faire, on peut dire exactement la même chose de Florian Philippot, on peut dire la même chose de Jean-Luc Mélenchon, et j'apprécie les critiques que ces gens-là font de l'Europe. Ça fait pas de moi un soutien de Mélenchon, ça fait pas de moi un soutien de Philippot, et ça fait pas de moi non plus un soutien de François Asselineau. Donc je trouve ce monsieur assez détestable, et il me rappelle un autre personnage dans son esprit, c'était Raël. Il y avait des Raéliens qui régulièrement venaient me voir en me disant « Oh, mais vous dites des choses qui plaisent beaucoup à Raël, vous êtes tout à fait semblable. » Et un jour, j'ai été nommé prêtre honoraire par ce monsieur. Je ne veux pas être prêtre honoraire de monsieur Asselineau, qui continue à faire ce qu'il fait. Je l'écouterai. Quand il dira des choses intéressantes, je dirai que ces choses sont intéressantes. Quand il dira des choses sottes, je dirai qu'il dit des choses sottes. Il lui arrive d'en dire aussi. Mais je ne soutiens pas ce monsieur, je ne soutiens pas son parti, je ne soutiens pas son projet de société. Donc ce serait bien qu'on cesse de croire qu'un propos élogieux sur un homme, quand on dit que sur la question de l'Europe maastrichtienne, il y a des choses intéressantes, ça ne vaut pas un soutien pour la politique totale du personnage, pour son projet, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fut, pour ce qu'il sera. Je trouve que ça fait un peu beaucoup, et voilà l'intérêt pour moi de cette mise au point. Moi, ce que j'ai pas aimé dans sa réponse, c'est son agressivité envers les gens de l'UPR, en disant qu'il y a tout le temps tels des Raéliens, tout le temps des gens pour poser des questions sur Asselineau. Faut pas oublier que Onfray, il est pas mal sur Internet aussi, il est à la télé, et si les gens qui vont le voir en conférence lui demandent son avis sur l'UPR, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être que pour eux son avis est intéressant et que voilà, et que ce serait peut-être enfin je sais pas, juste faut pas croire qu'il y a des gens spécifiquement de l'UPR qui vont spécifiquement dans les conférences de Onfray à chaque fois pour le faire chier avec une question à la con sur l'UPR, enfin c'est n'importe quoi. Il a dit aussi qu'il avait fait un travail de fond sur l'UPR. Ah, ça, c'est pas mal parce que sur la vidéo du lendemain, il explique qu'il a regardé une vidéo d'1 heure de Natacha Polony sur Asselineau. Donc voilà, il se contente de l'avis de Natacha Polony qui fait un très bon travail sur Asselineau. Enfin voilà. Elle est plutôt d'accord aussi avec les analyses, etc. Donc voilà, c'est pas vraiment un travail de fond qu'il a fait, quoi. Il a regardé une seule vidéo d'1 heure. Bon, vous imaginez bien que Asselineau, il y a de quoi faire dans les heures de vidéo à regarder. Si durant toutes ces années, il a regardé qu'une seule vidéo d'1 heure, alors ou il y en a rien à foutre, ou je sais pas, mais c'est quand même un gars qui propose la concrétisation de ses idées. C'est assez incroyable, enfin, et le mec réagit pas, donc enfin je sais pas, moi ça me surprend. Et dernière chose, c'est un truc pas très malin de sa part. Il savait très bien que beaucoup de gens de l'UPR allaient regarder sa vidéo donc pour dire que non, il ne soutenait pas l'UPR. Et dedans, il s'est permis quand même d'insulter, enfin pas d'insulter, mais bon, il a été très très dur, et je trouve que c'était pas forcément mérité, et forcément, il savait très bien qu'il y aurait plein de gens de l'UPR qui iraient voir sa vidéo, donc je vois pas trop l'intérêt de faire ça, à part attiser un peu la colère, quoi, donc c'est surprenant aussi. Nous allons parler aujourd'hui de monsieur Michel Onfray, qui s'est en seulement 24 heures ridiculisé à un point difficilement imaginable. C'était un véritable suicide intellectuel.
Effectivement, M. Onfray était en interview ce jeudi 19 septembre pour la promotion de l'Université populaire nomade à la librairie Mola de Bordeaux. En réponse à une question concernant l'UPR de M. François Asselineau, Michel Onfray a eu des propos dithyrambiques et élogieux, à la limite de la louange, et extrêmement clairs, qui ne souffrent aucune équivoque concernant le travail d'Asselineau et de l'UPR autour de l'Europe maastrichtienne et de tout ça. Donc, et il faut dire que c'est quasiment c'est 90% du travail de l'UPR. Le lendemain, vendredi 20 septembre, un journaliste de l'AFP va l'appeler pour lui demander jusqu'à quel point il soutenait ce parti politique qu'est l'UPR. Plusieurs sites d'information sur le net vont reprendre également ses propos. À lui, rappelons-le, ses propos n'ont été extorqués par personne, ni par la force, ni par la torture, c'est que ça soit clair. Et du coup, ce sera la panique. Ainsi, Michel Onfray réalisera une vidéo dans laquelle on le voit gêné, en sueur, vous voyez le filtrome là au-dessus de la lèvre supérieure, entre le nez et la lèvre, il est en sueur, ça brille, et vidéo dans laquelle il devient insultant envers le président de l'UPR, ainsi que son parti et ses adhérents, qu'il traitera de secte détestable. On va y revenir, vous inquiétez pas. Avant de parler du cas de M. Michel Onfray, ce comportement démontre à quel point il n'y a plus d'élite intellectuelle en France. C'en est effrayant, franchement. C'est déstabilisant à voir. Rappelons que M. Michel Onfray est censé être le philosophe français le plus traduit dans le monde et qu'il représente ainsi tout de même la pensée française, la philosophie française. Cette affaire pourrait demain se transformer en sujet de philosophie au bac. Bac 2020, sujet de bac philo. On peut imaginer le sujet suivant. Qu'est-ce que le courage ? Point d'interrogation. Qu'est-ce que le courage ? La réponse serait très simple. Le courage est tout ce que n'est pas Michel Onfray. Avec juste cette petite phrase, ça vous garantit le 18 sur 20. Mais si vous voulez aller plus loin dans la rédaction, vous pourrez citer l'auteur préféré de Michel Onfray, c'est-à-dire Friedrich Nietzsche, qui a, concernant le courage, tenu les propos suivants dans sa préface de Ecce Homo. Je le cite. « L'erreur, c'est-à-dire la foi en l'idéal, ce n'est pas l'aveuglement. L'erreur, c'est la lâcheté. Toute conquête, chaque pas en avant dans le domaine de la connaissance a son origine dans le courage, dans la dureté à l'égard de soi-même, dans la netteté vis-à-vis de soi-même. Ainsi, on apprend que le courage est nécessaire à l'apprentissage et à la connaissance et donc à la vérité. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va ? A contrario, la lâcheté est en rapport avec le mensonge, l'erreur et l'ignorance, mais également avec la mollesse et la confusion. C'est selon Nietzsche, c'est selon personne d'autre, c'est-à-dire selon son plus grand penseur. D'ailleurs, en parlant de Nietzsche, on pourrait aller plus loin avec M. Michel Onfray qui s'est illustré dernièrement dans un long papier pour défendre Yann Moix, en expliquant que l'acharnement contre l'auteur d'Orléans relevait de la moraline, reprenant bien sûr les arguments et la pensée de Friedrich Nietzsche. Sauf que dans le cas de l'UPR, Michel Onfray n'a rien fait d'autre que de pratiquer sa propre moraline, à plein tube, en accusant ce parti politique et ses membres d'être des complotistes, des antisémites, des membres d'une secte en les comparant aux raéliens. Il a essayé de s'en tirer ensuite sur son site internet avec un long texte dans lequel il mélange absolument tout, car il n'arrive pas à assumer sa volte-face. Son retournement de veste pathétique, étant donné les réactions extrêmement violentes sur les réseaux sociaux, est spectaculaire. C'est vraiment c'est choquant. C'est d'ailleurs dans ce texte assez long sur son site, texte vraiment confus, qu'il va accuser François Asselineau d'antisémitisme. J'ai dit une diffamation lourde qui mériterait plainte. On y reviendra aussi. Il est tout de même extraordinaire d'entendre M. Michel Onfray reprocher aux membres de l'UPR de vouloir faire connaître leur parti politique, alors que c'est l'objet même d'un parti. Leur seul objectif est justement de se faire connaître, d'augmenter leurs adhérents et donc le nombre de votants afin de gagner des élections. Sinon, ça ne sert à rien. C'est d'autant plus important que l'UPR n'a absolument pas accès aux médias, contrairement aux autres partis, et Michel Onfray le sait, puisqu'il le répète à plusieurs reprises dans sa première intervention bordelaise. Du coup, cet argument que répète sans cesse Michel Onfray pour se moquer de l'UPR est stupide. Il est d'une mauvaise foi spectaculaire. Revenons maintenant aux propos exacts de Michel Onfray tenus à Bordeaux, comme ça, il n'y a pas de polémique. On revient, on le laisse parler, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, il va commencer par... Alors, j'en ai beaucoup mal parlé,
parce que je ne savais pas ce qu'il disait véritablement. J'avais des bouts, des fragments, des choses comme ça, etc. En d'autres termes, Michel Onfray avoue qu'il a condamné médiatiquement l'UPR, un parti politique, sans savoir ce dont il était question. Ce qui démontre le peu de sérieux de ce pseudo-intellectuel. Entre nous, voilà, tous ils font ça, hein, quasiment tous font la même chose. Parce qu'il faut faire un effort intellectuel pour aller chercher les vidéos, les textes, aller à des conférences, ce sont des heures de travail. Ensuite, il expliquera. Un jour, je me suis dit, je vais voir ce que dit ce monsieur. Et c'est très bien. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Et de fait, je me suis dit, voilà quelqu'un qui, parce qu'il dit des choses justes, moi, dans tout ce que j'ai entendu de lui, je n'ai pas trouvé de choses à redire, vraiment. Et parfois, je l'ai écouté longuement. J'ai écouté des enregistrements qui pouvaient durer une bonne heure, mais avec un réel intérêt, avec un réel plaisir, en me disant, c'est vrai que je souscris à tout ça. Là, c'est le pompon. On ne peut pas faire mieux. Rappelons que personne ne l'a obligé à faire ces déclarations, et certainement pas l'UPR. Il ajoutera que son discours est extrêmement bien structuré et rationnel. C'est un discours structuré qui démonte de manière rationnelle et raisonnable le dispositif maastrichtien. Vous le remarquez, hein, comme moi, les propos sont laudateurs, et on peut y ajouter celui-ci. Mais de fait, c'est un discours extrêmement bien fait, celui d'Astido, qui était un discours de déconstruction extrêmement intéressant. Puis, on va aller encore plus loin dans le texte dithyrambique. Pourquoi en parle-t-on si peu? Parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, comme philosophe. C'est parce qu'il dit la vérité? C'est parce qu'il dit des choses justes? En d'autres termes, c'est parce que François Asselineau dit la vérité qu'il est censuré par la doxa. C'est un petit chouïa complotiste comme raisonnement. Mais c'est Michel Onfray qui le dit, pas Asselineau. Juste après, il affirme en allant plus loin. Pourquoi en parle-t-on si peu? Parce que justement, il dit ce qui est sur l'Empire maastrichtien. Il dit comment ça fonctionne. Il a une mémoire extraordinaire. Il mobilise des savoirs hyper techniques qui font qu'il n'est jamais dans une dissertation d'ordre général. Quand il a quelques idées, il nous explique pourquoi, comment, etc. Il donne des chiffres, il cite des choses extrêmement intéressantes. Non seulement, selon M. Michel Onfray, le président de l'UPR a produit des analyses très justes, mais en plus il dit la vérité, ce qui est pour un philosophe le Graal, l'objectif à atteindre. C'est juste après qu'il va parler du fameux outing. Parce que je suis en train de faire mon outing, monsieur. Là, donc, je viens de vous expliquer que je n'en parlais pas ou que j'en parlais mal parce que j'en parlais partiellement. Je vous dis que j'ai fait un travail qui m'a permis d'aller à la source pour pouvoir juger plus précisément. Et je vous dis qu'après en avoir jugé précisément, je fais l'éloge de votre héros. Le choix de l'utilisation du mot outing est très fort. Cela veut tout simplement dire qu'il va passer d'un état à un autre à partir de ce moment précis. Et il ne sera plus jamais le même. Il est tellement à l'aise avec cette expression qu'il va la répéter à la toute fin de son intervention. Donc voilà, vous pourrez dire que j'ai fait mon coming out sur ce sujet et il a procédé d'un travail sur les sources. Je suis allé voir ce qu'il disait pour pouvoir analyser et penser ce qu'il disait. Il ira encore plus loin en expliquant que vous inquiétez, cette vidéo est enregistrée et que M. François Asselineau et son parti politique pourront l'utiliser. Et en plus, il n'y avait rien de malveillant dans ses propos, bien au contraire, il l'avait dit de manière simple. La chose est enregistrée, elle va pouvoir être dite. Asselineau va pouvoir mettre en boucle le soutien de Michel Onfray, etc. Jusqu'à présent, vous l'aurez remarqué, il n'y a absolument personne qui le menace. Aucune pointe laser d'un quelconque sniper payé par l'UPR n'est observable sur sa poitrine ou sur son front. Il est en roue libre. Michel Onfray ajoutera que c'est effectivement le système européen qui a produit la crise des Gilets jaunes que lui-même soutient, en affirmant que... Par exemple, sur la question des Gilets jaunes et Maastricht, personne n'a mis en relation le fait que le refoulé maastrichtien produisait les Gilets jaunes aujourd'hui. Ce propos est d'autant plus intéressant qu'il est vrai que M. Michel Onfray a défendu la cause des Gilets jaunes. C'est lui qui le dit, hein. Pour finir, Michel Onfray va parler de la stratégie de criminalisation de la pensée par l'accusation de complotisme, d'antisémitisme, pédophilie, etc. Dès que vous dites des choses comme celle-ci, vous êtes criminalisé. Donc après, il y a tout, quoi. Vous êtes complotiste, vous êtes climato-sceptique, vous êtes fasciste, vous êtes nazi, vous êtes un compagnon de route de Jean-Marie Le Pen, voire, enfin de sa fille aussi, de tout ça. Vous êtes un pédophile refoulé, vous avez des problèmes édipiens, vous voulez coucher avec votre mère. Enfin, moi, j'ai eu droit à tout. Donc, on a droit à tout ça. En d'autres termes, il affirme que les propos du président de l'UPR seront combattus par la doxa en les taxant de manière fallacieuse de complotisme, voire bien pire, comme vous avez pu l'entendre. Ceci ne l'a pas empêché d'utiliser cette même technique crapuleuse le lendemain. Quel culot!
Le choix des mots de M. Michel Onfray, encore une fois, est important, puisqu'il n'y a que des superlatifs et des mots très positifs et valorisants. Ensuite, le lendemain, ce sera la douche froide, puisqu'il va tenir les propos suivants. Michel Onfray va commencer très vite et très fort en parlant de la secte raélienne. C'est comme les Raéliens, ils sont venus pendant des années à mes conférences, toujours pour me demander ce que je pensais de François Asselineau. Ils savent très bien qu'on va leur faire de la publicité, c'est en direct, les gens qui me regardent sont nombreux et qu'on va faire de la publicité à ce monsieur. Ceci démontre à quel point il est de mauvaise foi, et en pire, tout ce qui va suivre sera pire, ne vous inquiétez pas. Il répétera d'ailleurs ce lien avec la secte raélienne en utilisant le terme détestable envers le président de l'UPR. Donc je trouve ce monsieur assez détestable, et il me rappelle un autre personnage dans son esprit, c'était Raël. On aurait aimé qu'il argumente un peu plus, mais c'est sans compter sur son arrogance et sa suffisance. Alors qu'il avait avoué la veille avoir entendu de nombreuses vidéos de l'UPR, cette fois-ci il ne parle que d'une seule vidéo de Madame Natacha Polony. Je connais cette vidéo de Natacha Polony avec François Asselineau. Ce qui démontre qu'il veut minorer son intérêt pour les travaux de François Asselineau, sauf que les vidéos sont là pour prouver qu'il a dit le contraire la veille. L'accusation de complotisme ne tardera pas. Il a dit quand même un certain nombre de choses un peu problématiques qui relèvent du complotisme. Comme expliqué plus haut, elle sera répétée dans le texte publié sur son site agrémenté de l'accusation d'antisémitisme. Donc c'est complotisme plus antisémitisme. C'est là précisément où M. Michel Onfray perd toute crédibilité intellectuelle et nous lui conseillons dès maintenant de chercher nuit et jour une seule déclaration antisémite de François Asselineau, car il aura vraiment du mal à la trouver puisqu'elle n'existe pas. D'ailleurs, en affirmant cela, il ne se donne même pas la peine de le prouver avec un extrait texte ou une vidéo, malgré les gros moyens techniques qu'il possède. Il balance ça gratuitement, tout de go, comme si de rien n'était. Il fait exactement ce qu'il a reproché au système la veille. Michel Onfray affirmera également que M. François Asselineau est coutumier de propos sots. Il dit des sottises. Je saurais évidemment soutenir ce genre de sottises chez ce monsieur. Quand il dira des choses sottes, je dirais qu'il dira qu'il dit des choses sottes. Il lui arrive d'en dire aussi. Pourtant, la veille, il disait l'inverse. Et encore une fois, il n'en amène jamais des preuves concrètes. Cela fait des années que nous dénonçons le cas Michel Onfray comme étant une escroquerie intellectuelle. Le dernier travail fourni a été l'interview de M. Rachid Ben Aissa et Pierre d'Ortiguier concernant un des derniers livres du pseudo-philosophe concernant l'islam. Effectivement, Michel Onfray s'est transformé en quelques mois en spécialiste islam, nous expliquant qu'il a absolument tout lu, le Coran, les hadiths, la sunna, tout, en quelques mois, ce qui est une impossibilité physique et temporelle. D'ailleurs, son livre était ponctué d'erreurs grossières que nous avions relevées à l'époque. Je vous invite à voir les vidéos. Rappelons également qu'un écrivain avait édité un livre afin de critiquer les travaux de Michel Onfray et qu'il s'était présenté à une conférence de ce dernier. Notre philosophe national avait refusé de participer au débat, il les avait menacés de partir si la personne, monsieur Michel Parrer, restait, tout en exposant des excuses de collégiens sans queue ni tête. Il avait osé expliquer que sa femme était malade, hors sujet, que l'auteur est un jaloux, hors sujet, qu'il est envieux, pareil. C'est horrible. Franchement, c'est pas digne d'un intellectuel. Nous sommes, comme vous l'avez compris, non plus face à un penseur, mais face à un ego démesuré, une fabrication médiatique, une diva de la philosophie qui ne supporte pas la contradiction et qui d'ailleurs passe son temps à distribuer les bons points et les mauvais points, pratiquer justement la moraline. Nous avons pu également remarquer le travail très important effectué par M. Michel Onfray dans un prosélytisme athéiste, conquérant et agressif. Ceci ne l'a pas empêché d'affirmer que l'entité sioniste scélérate avait le droit d'exister étant donné qu'elle avait une histoire religieuse millénaire liée à cette terre. Moi, je suis sioniste pour dire les choses clairement, c'est-à-dire que je pense que les Juifs ont droit à leur terre. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Autrement, Michel Onfray ne serait plus là. Monsieur Michel Onfray a le droit de ne pas être d'accord avec la planète entière. Il a le droit de ne pas voter l'UPR, de ne pas l'aimer, n'importe quel autre parti, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Michel Onfray est devenu un abstentionniste anti-parti. C'est ce que nous répétons depuis une dizaine d'années, depuis la lecture du sublime texte de Simone Veil, note sur la suppression générale des partis politiques. À l'époque, Michel Onfray appelait à voter Mélenchon. Il en a mis d'ailleurs du temps, notre philosophe génial, pour comprendre l'escroquerie des partis politiques. Par contre, Michel Onfray, il n'a pas le droit de dire que le travail de l'UPR concernant la question européenne et la nécessité du Frexit est exceptionnel la veille et d'expliquer le lendemain l'exact inverse. Comment se fait-il qu'il puisse décrire le président de l'UPR comme quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très rationnel, structuré, doté d'une mémoire importante, quelqu'un de cultivé, formé dans les meilleures écoles, puisse se transformer
de but en blanc, en moins de 24 heures, en quelqu'un de sot, de détestable, qui est à la tête d'une secte, etc., etc. Comment est-ce possible ? La question qui se pose maintenant est la suivante. Que s'est-il passé dans la nuit ? Nous avons analysé cette volte-face spectaculaire qui va rentrer dans la légende politique française, légende politico-intellectuelle, et nous sommes arrivés à 3 possibilités. Premièrement, le déséquilibre psychotique. C'est possible, et c'est l'explication la moins humiliante pour son auteur, ma foi, pourquoi pas. Deuxièmement, la prise de drogue qui va changer la perception du penseur lors de ses premières déclarations, lui donner du courage qu'il n'a pas, comme le fait par exemple la cocaïne. Troisièmement, enfin, la couardise, la lâcheté, la pleutrerie de l'auteur de ce retournement de veste qui a entre-temps reçu quelques coups de fil qui lui ont intimé l'ordre de revenir sur le droit chemin. Dans tous les cas, tout ceci n'a rien à voir avec la philosophie et ses exigences et démontre à quel point, encore une fois, les élites françaises sont lamentables. Monsieur Michel Onfray est allé tellement loin dans l'immonde qu'il a dépassé les bêtises de BHL en explosant son record. Il mériterait d'ailleurs d'être entarté, comme ce dernier, par le terroriste de la tarte à la crème belge. Il serait d'ailleurs très intéressant que M. François Asselineau dépose plainte contre les accusations et diffamations de Michel Onfray, juste pour pouvoir l'écouter à la barre se défendre en se ridiculisant encore plus. Pour finir, j'aimerais également parler aux membres de l'UPR en leur demandant de cesser de vouloir séduire les médias mainstream ou tout simplement chercher le soutien de ce genre de penseurs, car ça n'arrivera pas. L'état de la France est catastrophique depuis des décennies. Si l'élite intellectuelle était honnête et courageuse, elle aurait réagi depuis belle lurette et n'aurait certainement pas attendu l'UPR pour le faire, qui est un parti qui a à peine 12 ans. Il n'y a absolument aucune valeur ajoutée à intégrer dans ses rangs les eunuques et autres castrés de la télévision ou des universités françaises. Ça n'a pas de sens. Léo ? Oui. Ton copain Michel Onfray, c'est une petite balance. Le bien-aimé. C'est une petite seule. Alors, Michel Onfray. Pourquoi on parle de Michel Onfray aujourd'hui ? Car Michel Onfray s'est fendu d'un communiqué de presse très acerbe à l'encontre de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, qu'il appelle même une secte. Donc, comme je suis l'auteur de 2 vidéos assez vues et assez consultées, 150 000 vues en combiné, au sujet de l'UPR, on m'avait demandé, mais finalement, Onfray a-t-il eu raison? Est-ce de la récupération? Pourquoi s'est-il énervé comme ça? Alors, j'ai décidé de vous donner aujourd'hui mon avis parfaitement subjectif, finalement, sur le sujet. Enfin, argumenté comme d'hab, mais après tout, ça n'est que mon avis. Vous aurez le loisir d'en débattre en commentaire. Alors Léo, vas-y, résume-nous un petit peu les événements. Les événements, c'est que Michel Onfray, mettant fin à son université populaire de Caen, a décidé d'en faire une université populaire nomade. Il l'a lancée à Bordeaux, chez son ami Denis Mola dans sa librairie. Et donc il a donné une conférence. Dans cette conférence, il a parlé de son ancienne expérience sur cette université populaire de Caen. On reviendra sur le thème de conférence parce que ça n'est pas étranger à mon analyse. Pour moi, c'était moins une conférence qu'une rencontre avec le public et une mise au point sur son actualité récente. Mais vous allez voir l'intérêt de cette remarque dans quelques instants. Donc il parle de ce qui était avant, il parle de ce qui va advenir avec cette nouvelle université populaire un peu nomade. Et alors entre autres choses, il parle c'est à la fin de cette conférence, il y a des questions-réponses et un des membres du public le questionne encore une fois, parce que c'était déjà arrivé par le passé, sur son avis sur l'UPR. Et il dit oui, alors j'ai commencé à regarder l'UPR, j'ai regardé une vidéo avec Polony et Asselineau. Ça m'a beaucoup plu et j'ai été totalement en accord avec la critique de l'État maastrichtien, de la toute-puissance européenne que Asselineau formule. Et voilà, il était totalement en accord avec ça. Et donc, ensuite, l'UPR s'est un petit peu jeté sur cette remarque. C'est plus qu'une remarque d'ailleurs, c'est vraiment une intervention. Un verbatim, comme diraient les journalistes. Exactement, l'UPR s'est jeté sur cette verbatim, et à partir de là, ils ont titré « Onfray soutient l'UPR ». Et en réponse à ça, Onfray sort une vidéo disant « Non, je ne soutiens ». Un communiqué de presse. Un communiqué de presse et une vidéo. Un communiqué de presse, c'est destiné à être repris par la presse. C'est quand on veut qu'un propos
et on lui donne plus d'ampleur, plus d'influence. Un caractère officiel. Plus d'influence. Donc il fait un communiqué de presse en disant, en gros, on mettra les liens, hein, vous irez lire évidemment, bien que je sois d'accord avec la critique de Asselineau sur l'État maastrichtien, sur le fonctionnement de Bruxelles, je ne soutiens pas officiellement l'UPR, je ne le ferai jamais, et Asselineau n'est pas quelqu'un de très recommandable, et il est qualifié un certain nombre de termes. Alors c'est un peu un euphémisme là que nous fait Léo. En fait, Léo est très onfréophile. C'est un fervent, c'est un groupie, c'est un fanboy. C'est quasiment un troll de la secte Michel Onfray, donc là il euphémise. En réalité, moi je suis ni pour ni contre Michel Onfray, pour moi c'est un personnage du PAF et du monde intellectuel français comme un autre. En réalité, il a été beaucoup plus dépréciant que ça envers Asselineau, qu'il a qualifié de complotiste, qu'il a qualifié d'extrême droite, et dont il a qualifié les fervents, enfin les admirateurs, les fervents, les membres, les adhérents et non-adhérents, de sectaires. Voilà, c'est ça la réalité. Es-tu d'accord? Oui, c'est objectif. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Pour connaître mon rapport à l'UPR, parti que j'ai tenté bénévolement d'aider, mais qui apparemment s'est bien passé de mon aide, je vous renvoie à mes 2 vidéos sur le sujet. Encore une fois, lien ci-dessous. Elles sont assez longues, mais construites et référencées et argumentées avec des séquences et des sous-titres. Vous en aurez pour votre argent. Alors, ce que je pense de ce retournement de veste, je pense qu'il est assez pathétique, mais je vais tenter, non pas de le justifier, mais d'en expliquer la séquence. Pourquoi est-ce qu'il arrive maintenant? Alors, il faut bien comprendre 2 choses. La première, c'est qu'Onfray est un gauchiste. Contrarié, certes, et dont la boussole, dont le polygone de sustentation a tendance à se déplacer progressivement vers la droite avec les années. Hein. Vous savez, comme dit le proverbe, si t'es de gauche à 20 ans, enfin si t'es pas de gauche à 20 ans, c'est pas normal, mais si t'es encore de gauche à 50, 60 ans, c'est qu'il y a eu un problème dans ta vie. Et donc Onfray, par cette loi naturelle, hein, c'est un petit peu comme le déplacement du barycentre vers la droite, c'est un petit peu comme le principe de la thermodynamique, hein, on ne peut pas y échapper, sauf si on est complètement con. Et donc, par ce transfert naturel, en fait, est en train de s'opérer chez Onfray à la lumière de mésaventures récentes dont il fait part dans la même vidéo qu'on ne cite pas. Cette conférence à la librairie Mola dure 2 heures. Je crois même qu'elle dure 2h12 ou 2h13 de mémoire. Toute la première moitié est consacrée à la vengeance, à l'aigreur, à la rancœur, au pessimisme, à la déception de son aventure de 10 ans à l'Université populaire de Caen. Projet donc évidemment non lucratif, bienveillant et collaboratif, mobilisant plusieurs dizaines de personnes, visant à diffuser une information philosophique de qualité auprès du plus grand nombre, et dont il nous dit encore une fois, allez voir, c'est lié, ne dites pas hey, c'est trop long, il fait des circonvolutions, on comprend rien. Non, c'est lié. L'aigreur et la rancœur d'Onfray à l'égard de l'UPR est liée à son aigueur et à sa rancœur à l'égard des gens qui l'ont déçu dans ce projet collaboratif intitulé l'Université populaire. En prennent pour leur grade, dans cette conférence à la librairie Mola, tous les loueurs de salles, tous les élus locaux. J'évince volontairement l'aspect sommet de la pyramide. Alors il dit que son éviction de France Culture a été ourdie par Macron. À la limite, laissons ça de côté, c'est pas forcément très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est son rapport à la collaboration avec ses proches. Il dénonce et il défonce les élus locaux, les loueurs de salles, les différents maires de Caen, les attachés ministériels à la culture, et il défonce et dénonce ses propres collaborateurs au sein de l'université populaire de Caen. Donc les gens qu'il a contribué, j'imagine, à choisir. J'imagine, si c'est son œuvre, si c'est son projet, j'imagine que ce sont des gens sur lesquels il a eu un droit de veto. Hein, il a eu l'Ave César, là, le droit de mettre le pouce vers le haut ou vers le bas. Je doute de la stratégie de l'article 50. Il y a une autre stratégie pour sortir de l'UE.
vous faites un amendement constitutionnel disant que la loi française est maintenant supérieure à une condition qu'elle soit postérieure à tout traité ratifié. Et après, on réécrit. Nous sortons de l'UE de facto. Nous commençons une guerre du droit et nous ferons rentrer les traîtres dans leur rang. Et ça, vous inquiétez pas. 2-3 coups de vis sur le financement d'État à la presse et sur le devoir de loyauté à l'État et au peuple français des magistrats, et les traîtres de l'Union européenne auront et la 5e colonne bruxelloise aura déjà été abattue des 2 tiers. Quand M. Quatremer ira quémander à la Commission ses subsides. Parce qu'il est hors de question que ce type-là soit payé avec mes impôts. Ce qu'il est à l'instant T. Bon. Est-ce qu'on a le droit d'en débattre entre nous? On ne va pas me faire un procès à moi en europhilie. Pas à moi. Pas à moi. On ne va pas faire un procès à Guillaume Bigot qui écrivait dans le Perspective Libre numéro 1. On est au numéro 25. Mon trimestriel, je vous rappelle. Qu'il fallait sortir de l'UE et la liquider. La passer au tamis, à l'acide, à ce que vous voulez. Et vous voyez? Et le problème, c'est que nous n'avons pas cette affection des nôtres. Nous ne faisons rien en commun. Nous n'avons pas créé, je vous donne un exemple très simple, nous n'avons pas créé d'écosystème économique autour du mouvement populiste. Pourtant, nous sommes très nombreux. Nous pourrions le faire, nous ne l'avons pas fait. Résultat, chaque point-virgule devient une engueulade. Donc, les mecs de l'UPR surréagissent, Onfray balance une connerie parce que... Pourquoi il a rétropédalé comme ça? Non, mais pour une raison, c'est qu'Onfray vit de son temps de médias disponibles. Si Asselineau empiète sur ce temps, Onfray, lui, qui a démissionné de l'Éducation nationale, c'est son gagne-pain. Il va être sommé de s'expliquer sur Asselineau. Premièrement, et deuxièmement, il ne veut pas, comme beaucoup d'intellectuels, être enrégimenté. Les intellos, ça ne sert pas à ça. Voilà. Ensuite, Onfray a fait une grosse connerie, c'est... Non, mais complotisme, pour l'UPR, on va être très clair, personne ne les a jamais chopés en complotisme de quoi que ce soit. À un moment, Asselineau, faut être clair. Soit il est scientifique au point d'en être chiant, soit il est complotiste, mais au choix. Au choix. Un mec qui est complotiste, c'est un mec qui va vous raconter une histoire pour vous faire rêver, pour vous faire les poches. Est-ce qu'une conférence de 4 heures sur les mécanismes de la BCE, est-ce que, sincèrement, ça vous provoque des guillis dans le bas-ventre? Vous êtes bien sûr de ça? Bon, il faut quand même arrêter. Deuxièmement, c'est l'accusation d'antisémitisme qui, elle, est délirante. Il pourrait se faire attaquer, même. Non, premièrement, il pourrait se faire attaquer. Deuxièmement, quand on est le meilleur ami de Yann Moix, on la ferme, à ce niveau-là. Parce que je vous rappelle quand même que, malheureusement, l'un des seuls textes qui défend Yann Moix est sur le site d'Onfray, et attaque la pauvre mère de Yann Moix que personne n'a jamais rencontré, n'a jamais vu, n'a jamais interrogé. Or, le problème, c'est que je pense que le sujet Yann Moix est un sujet réglé. Hein? C'est un sujet de vendange tardive, disons. Parce qu'il a dit j'ai fait ça quand j'étais jeune. Oui, les derniers écrits datent de 2013. Il est resté jeune très longtemps. Mais non, mais c'est bien. Faut avoir l'âge de ses idées, pas celui de ses artères. Pourquoi pas? Mais donc à la place de Onfray, je la fermerai doucement parce que et je sais parce qu'Onfray, on n'a pas l'air. Mais qui lit ses œuvres voit une certaine sensibilité chez le personnage. Et je sais très bien comment Yann Moix, qui est un menteur pathologique, il l'a démontré. Là, je risque pas grand-chose à dire ça, vu que Monsieur Enthoven a dit la même chose, il n'a pas été attaqué. Je crois savoir comment il a eu Onfray. Onfray, c'est un vrai enfant abandonné. Et c'est un vrai enfant battu. Bon, Yannou a fait pleurer Marilou. Alors que Yannou, c'est pas un enfant battu, c'est un enfant qui a essayé de défenestrer son petit frère. À de multiples reprises. Un enfant, c'est vrai. Et le problème, c'est que je pense que pris dans la mécanique Yann Moix, il a utilisé l'accusation d'antisémitisme comme d'une accusation ignoble quand elle... Autant pour Yann Moix, elle est justifiée. Mais Asselineau, faut arrêter. Faut arrêter, il n'y a pas l'ombre de prémisse, d'amorce, de preuve. Et je pense qu'Onfray a voulu passer la patate chaude, ça ne le grandit pas, je le dis franchement. Mais ça aurait dû rester une tempête dans un verre d'eau, c'est-à-dire le premier communiqué aurait dû dire nous remercions Onfray pour son gentil mot, voilà, point barre. Mais surtout, ça n'arriverait pas si on acceptait ne serait-ce que de déjeuner ensemble de quelques-uns
de temps en temps et de se parler de temps en temps. Voilà. Ce genre d'affaires minables n'arriverait pas.